Bienvenue dans cette vidéo sur la sclérose en plaques. Tout d'abord, tout ce que vous entendrez dans le cadre de celle-ci ne se substitue pas à des conseils médicaux. En cas de doute, consultez votre médecin. Vous entendrez parler ici de deux axes. Premièrement, le témoignage d'une patiente sclérose en plaques et de son alimentation cétogène. Ensuite, en tant que naturopathe, je vous parlerai de ce que l'on peut mettre en place au niveau naturopathie fonctionnelle afin de soulager dans cette pathologie. Gratitude et remerciements au docteur Stéphane Résimond qui nous a mis en contact Madame Christelle Vanzano-Argent et moi-même, permettant ainsi la réalisation de cette vidéo. Bonjour Christelle. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la sclérose en plaques, cette maladie auto-immune qui touche une personne sur 600 en France aujourd'hui. Tu vis cette maladie et tu as un parcours tout à fait particulier que tu as accepté généreusement de partager avec nous aujourd'hui. Alors, je te laisse nous te présenter à nos auditeurs. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Christelle, j'ai 49 ans, je suis mariée, j'ai une enfant de 8 ans et une sclérose en plaques depuis plus de 20 ans. J'ai vécu une lente descente aux enfers et j'en suis remontée depuis 3 ans et je vous en expliquerai les détails tout à l'heure, dans un instant. Je te laisse la parole maintenant à toi, Cécile. Merci. Alors de mon côté, je suis diététicienne, nutritionniste, énergéticienne aussi et je pratique la naturopathie fonctionnelle. Je suis surtout passionnée de méthodes alternatives qui peuvent remplacer ou renforcer, selon les cas, le monde du chimique dont les lois sont très différentes de celles du vivant. Voilà Christelle, je te laisse nous parler du premier axe source d'espoir dans le cadre de la sclérose en plaques et parler de ton expérience. À toi la parole. Ok, merci. Je vais commencer juste par expliquer un petit peu ce que c'est qu'une sclérose en plaques. Alors, c'est une maladie pas cool, pas gentille du tout. C'est une maladie dont les causes sont multifactorielles. C'est une maladie du système nerveux central. C'est une maladie qu'on dit inflammatoire, neurodégénérative, auto-immune, dont les symptômes sont assez variables. Ça démarre par des vertiges souvent. Ça peut impliquer des fourmillements, des extrémités, des tremblements, des troubles urinaires, des troubles intestinaux, des troubles aussi parfois sexuels, c'est aussi des troubles cognitifs, c'est des troubles du langage, des troubles de la mémoire, et globalement pas mal de problèmes suivants par rapport à l'équilibre du corps, bien sûr. Alors mon histoire, elle a démarré en 2000, exactement. Le diagnostic a été posé, vérifié par ponction d'air, bien entendu. Alors j'étais pendant 12 années plutôt tranquille. Ensuite, en 2012 exactement, ma neurologue m'a fait extrêmement peur et j'ai accepté de prendre un traitement qui jusque-là qui avait été refusé. Je ne voulais pas de traitement. Là, j'ai accepté et en 2016 exactement, j'ai tout arrêté parce que mes traitements étaient totalement inefficaces. Donc, avec l'accord de mes médecins, bien entendu, j'ai tout arrêté progressivement. Alors, mon état à ce moment-là, donc en 2016, 16 années après le diagnostic, j'étais dans un état de fatigue chronique. J'étais fatiguée donc physiquement, mentalement. Je pleurais quasiment tout le temps. J'étais dans ouais, je perdais la mémoire beaucoup aussi. Et puis j'étais dans un espace de brouillard, ou un espèce de brouillard mental absolument insupportable. Et malheureusement, en fauteuil roulant aussi. Je ne veux pas écarter l'idée que j'ai eu envie de stopper ma vie parce que j'en pouvais vraiment plus du tout. J'étais vraiment au bout du bout. Mon histoire à ce moment-là, il est venu après donc quelques tentatives de médecine alternative, de régimes en tout genre, enfin, j'ai tout essayé. Quoi. Et je suis tombée sur l'ouvrage de Madame Perival, qui est atteinte de sclérose en plaques, qui est une doctoresse américaine, qui, elle, préconise une alimentation paléolithique. Et je me suis appuyée sur un autre docteur qui s'appelle Monsieur Marcus Bock, qui est allemand,
qui lui s'occupe des scléroses en plaques, mais lui, il axe son traitement sur une alimentation qui dit cétogène. Je parlerai pour mon cas plutôt d'une alimentation cétogène, c'est ce que j'ai suivi. Donc, mais je me suis quand même appuyée sur ces deux personnes parce que c'était des références et j'ai bien fait. Donc en 2017, exactement au mois de mai, je me suis mariée et j'ai commencé le régime cétogène. J'ai commencé le régime cétogène grâce à mon mari et je tiens à le dire, c'est très très important car quand quelqu'un a, comment dire ça, d'avoir quelqu'un à ses côtés qui aide quand on est dans un état déplorable comme dans lequel j'étais, c'est nécessaire. Il faut absolument quelqu'un à côté de soi pour se faire aider en tout cas. Donc voilà, j'ai démarré grâce à mon mari et oui voilà. Donc le démarrage, c'est très simple. Hein. Je me rappelle très bien les 3 premiers jours, totalement démoralisant. Mais bon, c'est que passager, heureusement. J'avais les symptômes de la grippe. J'étais pas bien, toute courbaturée, bah, c'était l'horreur. Par contre, les 3 premières semaines, c'est plutôt étrange, alors que j'y croyais plus du tout. Hein. Je n'y croyais vraiment pas. Mais étrange, j'avais de plus en plus d'énergie et je faisais surtout plus la sieste. Ça, surprenant. Les 3 premiers mois, et encore aujourd'hui, c'est plutôt surprenant. C'est surprenant parce que entre le sport et les projets mis en place, c'est plutôt bluffant. Et je vais très bien maintenant. Alors le sport, c'est un peu, je globalise, c'est la piscine, le vélo elliptique, c'est un peu de marche, c'est un petit peu de squat aussi, et bien plus encore. Et les projets, alors là j'ai mon cerveau qui est en mode éveil, c'est magique, c'est merveilleux. J'ai une mémoire qui revient, j'ai le moral aussi, et bien évidemment, j'ai beaucoup de motivation. Ça aide bien. Toujours dans ce cadre-là, j'ai bien entendu mon kiné qui est toujours présent, ainsi que mes courbatures aussi. Alors ma vie, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme je dis souvent, comme un trépied. S'il y a un des pieds qui ne va pas, ça se casse la figure. Sauf que là, le trépied, c'est simple. J'ai le sport, il y a aussi le mental qui est là, et le troisième pied, c'est l'alimentaire. Alors comme vous l'avez compris, l'alimentaire, c'est du cétogène. Le mental, il faut qu'il soit calme, sans stress, avec beaucoup de patience aussi. Et le sport, rigoureux, adapté, progressif, avec un sommeil réparateur. Ça, j'y tiens, ce sommeil réparateur. Et en plus que de ce trépied, j'ai un petit carnet de bord dans lequel je marque régulièrement tous mes progrès, toutes mes difficultés et toutes les solutions que j'y apporte. Très important ce petit carnet de bord. Il m'aide beaucoup. Alors, la mise en place du cétogène, je me suis aussi basée sur le travail d'une étudiante qui a travaillé sur le sclérose en plaques et régime cétogène. Elle s'est basée sur un article paru en 2012 au journal PLOS ONE. Et l'article, c'est de Do-Young Kim et Kim Yong-ro. Alors, selon eux, quand on parle de cétogène et pour une personne atteinte de sclérose en plaques, il y a automatiquement restauration, possibilité de restauration des troubles moteurs, un apprentissage spatial aussi, restauration des troubles cognitifs, restauration de la mémoire, restauration, ou plutôt ce qu'on me dit, c'est plutôt la réverse structurelle du cerveau, du cerveau, et aussi une plasticité cérébrale importante. Alors mon alimentation à moi, c'est juste que je produis des corps cétoniques et grâce à mes mitochondries. Et cela me procure beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est une alimentation qui est anti-inflammatoire, je tiens à le préciser, c'est très important. Et globalement, je consomme beaucoup de lipides et quasiment plus de glucides. Alors quand je dis glucides, c'est vraiment les sucres lents et les sucres rapides, bien évidemment. Et surtout, pas de sel. Le sel, c'est interdit. Et bien évidemment, des compléments alimentaires, mais Cécile vous en parlera beaucoup mieux que moi dans un instant. Alors, pour respecter cette alimentation-là, on a tous besoin de savoir pourquoi cette alimentation est meilleure qu'une autre, pourquoi elle est efficace, elle. On a besoin de prendre en compte aussi un autre paramètre, c'est que chaque personne est différente et qu'à chaque personne correspond
une histoire, une physiologie, ça correspond aussi à une activité. Chaque personne est différente et il y a automatiquement des craintes, il y a aussi des besoins différents en fonction de l'alimentation aussi. Donc du coup, il faut vraiment prendre en compte ces deux choses-là, pourquoi cette alimentation et comment la mettre en place, en sachant simplement qu'une personne est unique, donc il n'existe pas une alimentation pour tout le monde, mais il existe une alimentation pour une personne, adaptée à une personne. Et ça, je tiens à le préciser, c'est très important. Alors, je pensais que la fin de ma vie est arrivée en 2017. Eh ben non, pas du tout. Une nouvelle vie a débuté pour moi. Et depuis, je suis désormais donc hypnothérapeute ericksonienne et très heureuse de l'être et très heureuse d'être parmi vous aussi maintenant à vous parler. Voilà, donc merci pour votre écoute et je Merci, laisse Christelle. Cécile présenter la suite. D'accord, merci. Alors, qu'y a-t-il à protéger ou à tenter de régénérer dans le cadre de cette sclérose en plaques? Mais qui dit maladie auto-immune, dit dérèglement du système immunitaire. Qui parle du système immunitaire parle des intestins, puisque c'est là que beaucoup de choses se passent. Alors, nous allons veiller à ce que ces intestins ne soient pas poreux. Pourquoi? Parce que si les intestins sont poreux, ils laissent passer dans le sang des toxines. Ces toxines remontent au niveau de la barrière hémato-encéphalique qui protège votre cerveau. Et si cette barrière hémato-encéphalique est un peu poreuse, elle laisse passer les toxines vers le système nerveux central qui est déjà attaqué dans le cadre de la sclérose en plaques. Donc, première chose à protéger les intestins d'une gaine de myéline. Donc, c'est vous dire l'importance de cette gaine de myéline qui envoie de toutes les couleurs lors des poussées de sclérose en plaques et qu'il va falloir régénérer après. Ensuite, vous avez les mitochondries à protéger et à régénérer. Ces mitochondries sont des sous-unités de la cellule qui vont être importants dans le cadre de la production d'énergie, mais également dans la production de cétones, dont vous a parlé Christelle, dans le cadre de l'alimentation cétogène, intéressante dans le cadre de la sclérose en plaques. Vous avez ensuite l'inflammation sur laquelle il faut travailler, qui est une sorte d'incendie qui se propage dans l'organisme et qu'il va falloir calmer en jetant des pompiers dessus. Alors, comment peut-on protéger et régénérer ces différentes choses dans le cadre de la sclérose en plaques? Eh bien, en travaillant sur 4 axes. Premièrement, l'axe de la nutrition. Quand je dis nutrition, c'est la nutrition au sens large, c'est-à-dire qui comprend l'alimentation telle que vous la connaissez et la complémentation. Alors, l'alimentation, nous travaillons avec une alimentation anti-inflammatoire qui va jeter des pompiers sur cet incendie qui est présent dans le corps en respectant le pH de l'organisme et en appliquant ce qu'on appelle la méthode acide-base. Et ensuite, avec le régime cétogène en parallèle. Alors, le deuxième axe de cette nutrition est la complémentation qui comprend de la phytothérapie pour le soin des intestins dans certains cas, mais aussi la complémentation de micronutriments, c'est-à-dire vitamines, minéraux, oligoéléments. Les micronutriments vont pouvoir aider de la façon suivante. Premièrement, au niveau des gaines de myéline. Les gaines de myéline sont endommagées par les poussées de sclérose en plaques. Et après chaque poussée, il va leur falloir des doses importantes de vitamines B1, B6, B8, B9, B12, beaucoup d'oméga 3 aussi et de l'iode. Alors nous parlons ici de doses qui n'ont rien à voir avec les apports journaliers recommandés, mais bien de doses qui ont été, pour certaines d'entre elles, testées dans le cadre d'études avec des résultats probants dans le cadre de la sclérose en plaques. Je pense en particulier à la vitamine B8. Vous avez ensuite les mitochondries que l'on va protéger par la complémentation. Ces sous-unités des cellules de notre corps participent en fait à la production d'énergie. Ils permettent à la cellule d'assurer ses fonctions et eux ont besoin aussi d'un complexe de vitamine B, mais également de soufre et d'antioxydants. Alors, les vitamines B vont protéger les cellules du cerveau et la mitochondrie, et le soufre, lui, va aider le cerveau à éliminer tout ce qui est toxines. Il y a aussi, dans le cadre de la sclérose en plaques, la vitamine A et la vitamine C qui vont aider et protéger les cellules immunitaires. Vous avez la vitamine D, puisque nous avons des études aujourd'hui qui prouvent qu'atteindre un taux de 80 à 100 nanogrammes par millilitre de vitamine D dans le sang
protège de maladies auto-immunes et de bien d'autres maladies d'abord aussi. Vous avez le zinc qui est littéralement bu dans le cadre de la sclérose en plaques pour lutter contre l'inflammation. Il y a le coenzyme Q10 aussi qui participe à l'énergie et qui est important pour la mitochondrie. L'huile d'onagre est utilisée aussi pour son acide gamma-linoléique qui va produire des prostaglandines de type 1 et qui a une action sur les membranes cellulaires. J'en reviens aussi à l'acide alpha-lipoïque. C'est un acide soufré qui est très intéressant dans le cadre de la sclérose en plaques. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une action sur le stress oxydatif. Le gros avantage de l'acide alpha-lipoïque, c'est qu'il est à la fois hydrosoluble et liposoluble, donc il peut se dissoudre dans les graisses et dans l'eau, ce qui va lui permettre de travailler au niveau protection oxydative, à la fois en intracellulaire et en extracellulaire. Alors, le deuxième axe sur lequel on peut travailler pour protéger tout ce qui est à protéger et régénérer dans le cadre de la sclérose en plaques est la gestion du stress et des émotions. Pourquoi? Parce que un patient qui a été très longtemps en stress chronique et qui reçoit en une fois un choc émotionnel, vous avez là le cocktail Molotov pour déclencher une sclérose en plaques ou tout autre dérèglement du système immunitaire et maladie auto-immune. Donc, pour la gestion du stress et des émotions, nous passons par des sophrologues, par du yoga, par de l'hypnothérapie comme Christelle en pratique et par des soins énergétiques. Ensuite, le troisième axe sur lequel on peut travailler pour protéger tout cela est l'axe de l'hormonologie. L'hormonologie, pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a inflammation, de nombreux patients sont mis sous anti-inflammatoires. Or, on ne prend jamais un anti-inflammatoire type Medrol, par exemple, sans vérifier que le patient ait un taux suffisant de l'hormone qu'on appelle la DHEA. Pourquoi? Parce que ça ferait des dégâts sur les os. Ensuite, au niveau hormonologie, il y a une hormone qui est très importante, qui a été découverte par Joa Xiao, qui a œuvré pour l'Association australienne de sclérose en plaques et qui a découvert ce qu'on appelle la BDNF. La BDNF sont les abréviations en anglais de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau. Ce facteur neurotrophique dérivé du cerveau est une hormone, une protéine qui a le gros avantage de pouvoir participer à la remyélinisation des gaines et ensuite à la croissance des neurones après une poussée de sclérose en plaques. Alors, comment peut-on intervenir sur cette fameuse BDNF? Premièrement, par l'alimentation, deuxièmement, par la complémentation, ensuite, par le mode de vie, gestion du stress, etc., dont nous avons parlé, et par l'activité physique. Pourquoi? Parce que certains exercices d'activité physique travaillent sur le muscle et sur les nerfs, et donc sur les fameuses gaines de myéline qui doivent se régénérer. L'activité physique est le quatrième axe sur lequel on peut travailler et elle est très importante dans la mesure où elle permet de régénérer la barrière hémato-encéphalique et de diminuer sa porosité, donc de protéger le système nerveux central. Alors à ces quatre axes s'ajoute bien évidemment un mode de vie sain de façon générale, c'est-à-dire le sommeil qui est particulièrement important dans le cadre de la sclérose en plaques. Il faut minimum 7 heures de sommeil par nuit. Pourquoi? Parce que ça protège la barrière hémato-encéphalique aussi. Si une fois, pour une raison quelconque, vous manquez de sommeil et que vous arrivez à moins de 7 heures par nuit, prenez de la mélatonine qui va permettre de compenser quelque part ce manque de sommeil sur la nuit. Ensuite, il y a le fait de vous exposer au soleil. Exposez-vous sans vous laisser rougir, mais exposez-vous sans crème solaire pour permettre à votre organisme de produire lui-même sa propre vitamine D. Ensuite, stopper le tabac, qui ne se fait pas n'importe comment, mais avec des patchs, etc. On ne va pas rentrer dans les détails dans le cadre de la sclérose en plaques. Alors, en conclusion, que pourrait-on dire? Oui, dans le mode de vie, il y a le sel, bien évidemment, à éliminer complètement. Christelle vous en a parlé. Pourquoi? Parce que le chlorure de sodium, qui est ce fameux sel de table, exacerbe en fait le système immunitaire, qui est déjà exacerbé et déréglé dans le cadre d'une maladie auto-immune. Donc, stop au sel de façon certaine. Alors, que peut-on dire en conclusion? Eh bien, que certains patients aujourd'hui sont parfois catalogués sclérose en plaques parce que le neurologue ne sait plus dans quelle pathologie classer leurs symptômes. Donc, si vous avez des IRM qui sont tout à fait dubitatifs, dont l'image est, comme on dirait, non pathogénomique, c'est-à-dire non typique de la maladie, si vous avez aussi des résultats de ponction lombaire du liquide céphalorachidien qui reviennent négatifs, posez-vous des questions.
Et même si le diagnostic de la sclérose en plaques est clair et avéré, comme c'était le cas pour Christelle, il y a des moyens d'aider l'organisme à régénérer après les poussées de sclérose en plaques. Alors, l'organisme, en fait, il récupère au niveau neurologique. De moins en moins après chaque poussée, mais il peut récupérer. Quand la régénération n'est plus possible, l'organisme a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est-à-dire, par exemple, que si les neurones de la marche sont trop détruits, l'organisme va mettre en place d'autres mécanismes et utiliser d'autres neurones pour cette fonction-là. Voilà, j'espère que nous avons pu apporter quelques sources d'espoir dans le cadre de cette sclérose en plaques. Pour de plus amples informations, nos coordonnées seront à la fin de cette vidéo et si vous l'avez appréciée, pensez à vous abonner. Merci à tous pour votre attention. As-tu autre chose à ajouter, Christelle? Oh non, c'était parfait. D'accord. Merci pour ta présence en tous les cas et espérons que ceci puisse en aider un maximum. À bientôt. Oh, à bientôt.